On est parti. Bonjour Philippe Rouche. Enchanté, bonjour. Eh ben, on est très content de t'accueillir, on se tutoie, hein, Ouais, ça va être plus simple. Et d'ailleurs pour la vidéo on va enlever le badge, c'est plus sympa, c'est plus sexy. Hop là, voilà. Et donc alors on va évoquer avec toi cette recherche autour de la chaussure, parce que voilà, la chaussure c'est l'essentiel pour un sportif dans de très nombreux sports, pas seulement l'athlétisme, pas seulement les sports où on court beaucoup, type sport collectif, rugby, etc. Tous les sportifs ont besoin de bonnes chaussures. Et ça a été un peu je sais pas, comment est née cette recherche d'ailleurs? La recherche, elle est venue de la collaboration avec le docteur Sylvain Blanchard du Racing 92, qui a essayé de nous poser la question quelles seraient les meilleures chaussures à utiliser sur une surface un peu particulière, puisque le Racing joue sur une surface synthétique et était le premier club en top 14 à jouer sur une surface synthétique. Et le médecin nous a dit, voilà, je veux surtout pas mettre les sportifs dans une situation qui soit dangereuse pour la santé. Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises chaussures pour les terrains synthétiques? Le travail est parti de là, et comme on avait une expérience sur l'analyse biomécanique de la performance dans le rugby que je vais vous montrer dans pas longtemps, de là est venue une collaboration via M-Valor, qui sont présents, donc je remercie énormément, et via l'Institut Carnoir, dont vous verrez un des dispositifs, puisqu'on va se servir d'un bras robotisé pour simuler à l'échelle 1, c'est-à-dire avec le vrai niveau de vitesse et le vrai niveau de force, les cadrages de débordement des rugbymen pour pouvoir tester toutes les configurations possibles et inimaginables. Donc voilà d'où c'est venu. On imagine c'est un des tests les plus extrêmes. Les rugbyman, je pense que c'est un. On peut donner un ordre d'idée. Un rugbyman sur un cadrage de débordement, c'est 7 fois le poids de son corps. Donc vous imaginez, ils font tous plus de 100 kg. Ça fait 700 kg sur une jambe, c'est quand même une demi-Twingo. Donc, si vous n'avez pas le bon équipement, le bon contrôle neuromusculaire, vous vous arrachez le ligament croisé, ce qui malheureusement arrive à peu près 2 fois par an en top 14, mais c'est très très peu par rapport au nombre de situations que l'on rencontre. Génial. On va rentrer dans le vif du sujet de cette présentation en rappelant d'abord un peu les partenaires. On en parle après ou pas? On a parlé du Racing 92. Voilà. L'Institut de biomécanique humaine, donc c'est là où tu travailles, je crois. C'est le labo de bioméca de l'ANSAM où je travaille. Et les partenaires de ce labo, c'est Sorbonne Université Paris-Nord qui envoie ses biomécaniciens au labo et l'EPF qui envoie aussi ses biomécaniciens au labo. Donc on essaie de joindre nos forces plutôt que de se disperser. Bien sûr. Et donc on a une magnifique chaire avec le Racing 92 qui est un partenaire donc, de longue durée. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. D'abord justement via des projets M-Valor, donc de la contractualisation. Et maintenant sur des projets de recherche à très long terme puisqu'on est sur des projets à 5 ans. Génial. Tout ça avec l'esprit Carnot. Avec l'esprit Carnot, bien entendu. Alors, très rapidement, voilà le petit plan de ma présentation. Je vais vous présenter le point de vue d'un biomécanicien sur l'usage de la chaussure. Vous allez voir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sportif de haut niveau, ça se voit très largement. La thématique jumeau numérique est une thématique très forte à l'ANSA, mais qui va être ici appliquée aux sportifs de haut niveau. Comment on fait un jumeau numérique d'un athlète. Et puis on va regarder l'analyse de la performance et comment on peut tester ça avec des bras robotisés. Et je précise que le partenaire qui nous a fourni le bras robotisé est sur les stands ici. Donc on a la présence d'ABB, de PRST qui nous a aidé pour le choix du montage un petit peu particulier. Alors je précise, je ne suis pas clinicien, pas athlète et ni entraîneur, donc vous aurez le point de vue d'un biomécanicien. Donc c'est quoi la biomécanique d'abord ? En biomécanique, on cherche à faire de la télémétrie, mais au lieu de faire de la télémétrie comme vous avez l'habitude de la voir en Formule 1, mais nous on va faire de la télémétrie de l'être humain. La grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas mettre 50 ou 500 capteurs à l'intérieur d'un être humain, et donc il faut qu'on fasse de la télémétrie des athlètes sans que ce soit invasif. La grosse difficulté qu'on a chez les rugbyman, puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu rugby, c'est que dans le même club, au même poste, ici ailier, vous pouvez avoir des gabarits très 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 différents les uns des autres. Donc tout ce qu'on va faire doit être personnalisé. Et voici comment on fait pour faire de la personnalisation. La première chose, c'est qu'on va utiliser de l'analyse de mouvement, qui est ici démontrée par une jeune fille qui est en équipe de France de foot et qui est à l'AS Saint-Étienne. Donc dans le labo, à l'ENSAM, on est capable d'avoir des mesures d'analyse de mouvement et de se déployer, vous allez le voir après en club. Et l'idée, c'est de faire finalement un jumeau numérique de l'athlète pour être en capacité de l'analyser au plus haut niveau dans ses conditions réelles de jeu. Donc pour faire ça, en fait, on se sert au labo d'un système qui s'appelle le système EOS, qui a été co-inventé au labo et qui nous permet de faire des modèles 3D des athlètes en très très basse dose en position érigée.
Donc c'est un système à rayon X qui va vous balayer de la tête aux pieds en dosant l'émission de rayons X en fonction de la zone, de manière à être le moins irradiant possible. Ça vous permet d'avoir des radios de face et de profil de l'athlète, de zoomer par rapport aux desiderata du médecin, mais surtout, l'originalité, c'est qu'on est capable de vous reconstruire en 3D avec des algorithmes mêlant modèles paramétriques et intelligence artificielle pour faire ça. Et donc tous les athlètes qui passent au labo ont leur modèle 3D personnalisé. Et c'est maintenant un système qui est déployé dans à peu près une cinquantaine d'hôpitaux en France, et y compris à l'INSEP qui vient de s'équiper de ce système-là, puisque j'ai mes amis de l'INSEP qui sont sur la droite. Génial, donc, parce que c'est quand même né dans votre labo. C'est né dans notre labo de la collaboration entre Georges Charpak, le prix Nobel de physique qui malheureusement est décédé depuis, et dans notre labo, l'invention vient de Wafas Kali, du professeur Wafas Kali, qui a dirigé ce laboratoire pendant à peu près 14 ans, et qui du coup a été en capacité de nous amener toute cette magnifique recherche. Génial. Donc quand on a un athlète, alors là c'est un pongiste de l'équipe de France de ping-pong, donc rien à voir avec un rugbyman. L'idée c'est d'être en capacité de mesurer son mouvement sur mesure, donc on le décompose en un certain nombre de segments qu'on va du coup mesurer via un système d'analyse de mouvement. Je vous présenterai 2 systèmes différents par la suite. On lui fait son modèle 3D et à la fin on est capable d'avoir finalement l'animation de son avatar 3D venu de son modèle personnalisé, et personne au monde n'est capable de faire ça. On a vraiment une innovation qui est très très importante et qui est utilisée dans de très nombreuses fédérations et de très nombreux clubs pro. Et avec tous les prolongements possibles, ce que tu évoquais, pour la santé, pour les hôpitaux, on a un champ après d'application et d'usage très, très large. Typiquement, ce qu'on fait, puisqu'on va en discuter après avec d'autres partenaires qui viennent, c'est qu'on suit les équipes. Parce que quand vous faites un sport de haut niveau dans un club professionnel, vous pratiquez votre sport entre 4 et 5 heures par jour. Et forcément, cette pratique, elle a une influence sur votre squelette. Et donc, comment on contrôle l'entraînement, le niveau d'entraînement, la façon dont votre squelette va réagir, l'évolution de votre musculature, tout ça, typiquement, c'est des choses qu'on essaie de screener avec le système EOS. Génial. Alors, comment être en capacité d'avoir déjà un regard sur l'influence des terrains? Donc ça, c'est la première manip qu'on a faite à partir de 2012. On nous a dit, voilà, quelle est l'influence d'un terrain naturel, d'un terrain synthétique ou d'un terrain hybride? Donc on a fait un magnifique projet avec une start-up française qui s'appelle Natural Grass, où on a construit des pistes d'athlétisme, mais fait en terrain, avec toutes les règles en vigueur, les épaisseurs de substrat, les mêmes que celles qui sont utilisées au Stade de France ou qui sont utilisées dans tous les sports professionnels. Donc c'est une serre qui est équipée d'un système d'arrosage automatique, de luminothérapie, et sur lequel on va faire de la captation de mouvement. Alors vous voyez, ça nous a pris 9 mois de le faire. C'est un projet d'étudiants aux arts et métiers. Donc si vous voulez faire des projets marrants et ambitieux, venez chez nous. Vous verrez typiquement le genre de projet qu'on fait. Donc ça, c'est un étudiant qui a géré ce projet-là. Donc on a fait ça dans un lycée d'horticulture. Et là, on se retrouve avec 3 pistes d'athlétisme, mais fait avec les 3 technologies qu'il y avait en 2012. Donc vous retrouvez au centre la technologie du Stade de France. À droite, un terrain synthétique de 3e génération, et à gauche, un terrain hybride. Et c'était les premiers terrains hybrides à ce époque-là. On est capable d'équiper les terrains de capteurs cachés sous la pelouse. On équipe nos rugbyman des petits marqueurs qui vont nous permettre de mesurer leur mouvement. On leur fait des modèles personnalisés. On cache des plateformes de force sous la pelouse, ce qui fait qu'il y a un bac de pelouse de la même épaisseur. Le joueur ne se rend compte de rien, mais à chaque fois qu'il va marcher finalement sous le capteur, on va mesurer tous les efforts de contact au sol. Et si on a un modèle personnalisé de cet athlète, on est capable de savoir ce qui se passe au niveau de sa cheville ou au niveau de son genou. Donc on a les vrais chargements dans toutes les articulations en fonction des joueurs. Et donc nos joueurs vont faire des cadrages débordement, des courses et des drop jumps. Parce que typiquement, quand on fait un cadrage débordement, il se peut que dans certaines conditions, on se rompe le ligament croisé. Donc c'est une blessure que certains d'entre vous ont peut-être connue, qui est très préjudiciable pour les sportifs professionnels, parce que ça veut dire que pendant 6 mois, ils sont en dehors du club, et il y en a à peu près un tiers dont on sait qu'ils ne retrouveront jamais leur niveau initial. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Donc vous voyez ici l'analyse du mouvement, ce qui nous a permis pour la première fois de démontrer au monde entier le niveau d'effort qu'étaient capables de générer les rugbyman sur ce genre d'appui. Donc retenez 7 fois le poids du corps, donc c'est des choses qui sont considérables. Et cette étude a permis de faire des... Alors on a utilisé 15 rugbyman le même jour avec le même équipement qui passaient d'une piste à l'autre de façon randomisée pour pouvoir avoir aucun biais. Et on a pu montrer de façon significative que typiquement la surface hybride qui était proposée par notre partenaire permettait par rapport à un terrain synthétique typiquement de baisser de 43%
le niveau de chargement au niveau du genou ou de la cheville. Donc il y a des... C'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est énorme, 43%, c'est presque la moitié, quoi. C'est presque la moitié en moins. Ça ne veut pas dire, après, c'est un petit peu comme la vitesse. Le fait que vous rouliez plus vite, vous prenez plus de risques. Mais il y a des gens qui sont capables de rouler très vite. Mais par contre, si vous êtes en fin de match, que vous commencez à être fatigué, ce 43% en plus, il faut être capable de le gérer. Et certaines personnes le géreront plus ou moins bien. Et donc, est venue de là la collaboration avec le Racing 92 et son médecin qui vous prie de l'excuser. Il devait être avec nous aujourd'hui, mais il a une urgence médicale et du coup, il a dû se décommander au dernier moment. Donc, vous retrouvez la Paris Défense Arena, qui est le stade juste derrière la Défense, qu'utilise le Racing 92 et qui était le premier stade synthétique utilisé en top 14. Et l'idée qu'on a eue avec Sylvain, c'est de se dire, voilà, j'ai tout un tas de mouvements 3D de chaussures, de vrais rugbyman, en conditions réelles de jeu sur différentes surfaces, dont des surfaces synthétiques. Je vais donc les donner à reproduire un bras robotisé. Donc le bras robotisé a été justement financé par l'Institut Carnot-Art sur un magnifique projet qui nous permet maintenant de tester des chaussures, par exemple pour les fabricants français, d'un grand distributeur que vous connaissez tous et dont je tairai le nom. Mais du coup, on est capable maintenant d'aider l'industrie française à développer ses produits en étant en capacité de simuler du coup différents types de sports. Donc notre bras robotisé reproduit des mouvements de sportifs de notre base de données. Alors vous allez voir ce que ça donne typiquement. Vous avez ici la simulation de la course, du cadrage et de la poussée en mêlée. Alors c'est en mode slow motion pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais vous avez tout le déroulé du pied avec les vraies cinématiques, les vrais niveaux d'effort et les vraies temporalités. Et donc ce que font les équipes, c'est qu'elles nous achètent tout un tas de chaussures. Donc très régulièrement, au comptoir des arts et métiers, je reçois des paquets entiers de chaussures de sport. Les agents à la loge me regardent bizarrement. Et du coup, on n'utilise que les pieds droits, donc je pourrais leur donner les pieds gauches, mais voilà. Et donc on teste toutes les chaussures très régulièrement pour tous les clubs pour être en capacité de les tester et de les différencier. Et sur le même geste, on a des différences hallucinantes sur le niveau de grippe, sur le niveau d'amorti, sur le niveau de rigidité. Et du coup, on essaie de caractériser ces chaussures en fonction de notre moyen d'essai qui est un petit peu original. Donc c'est un système d'essai dédié à la reproduction du geste sportif. Et du coup, après, il y a une association entre des chaussures et des types de revêtements, des types de sols. Parce que vous vous rendez compte que, sur ce sol-là, cette chaussure-là, c'était le but de la recherche au départ. Exactement. Donc là, typiquement, c'est le sol qui est le sol du Racing 92. Et on a des bacs de sol qui nous sont fournis par les fabricants. Maintenant, quand les clubs veulent s'équiper d'une nouvelle technologie, ils ont l'habitude de venir nous voir. Ils commandent des bacs avant même d'acheter le terrain pour qu'on puisse les tester et leur donner notre avis sur la chose. Typiquement, en 2031, il y a une nouvelle réglementation qui va arriver, qui va interdire l'usage des microplastiques pour le remplissage de ces pelouses synthétiques. Donc c'était fait avec des SBR, grosso modo, c'est des pneus recyclés. Mais pour des problèmes de diffusion des microparticules dans la nature, ces microplastiques vont être interdits en 2031. Et aujourd'hui, on vient de remporter un magnifique contrat avec World Rugby. La signature a eu lieu il y a 2 jours, donc vous voyez, c'est tout frais. Et on va tester tous les nouveaux composants biosourcés pour World Rugby pour faire évoluer ces technologies de manière à ce que les technologies soient biosourcées, soient biodégradables et qu'il n'y ait aucun problème de mouvement de particules dans les stades. Génial. Bravo. Donc ce truc-là, des bacs comme ça, on en a une vingtaine. Là, on va recevoir 15 bacs de World Rugby à partir du mois prochain. Et on va être amené à les tester de manière à pouvoir voir comment ils se comportent avec des conditions réelles de jeu qui n'ont rien à voir avec les tests qui sont faits par FIFA ou par World Rugby. Donc World Rugby va typiquement nous choisir les chaussures qu'ils aimeraient et qui sont représentatives de ce qui est utilisé aujourd'hui pour les avant, pour les arrières et puis des chaussures traditionnelles qu'on va retrouver dans les publications. Et on va voir ce que ça donne. Alors, juste en restant peut-être sur les chaussures, où on en parle maintenant des chaussures, là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les joueurs. Avec plaisir. Voilà, on a plein de chaussures différentes. On voit même les crampons sont très différents d'une chaussure à l'autre. Et il y a plein d'anecdotes en fait parce que vous travaillez forcément avec des grands sportifs. Quelques anecdotes sur les chaussures. Alors, quelques anecdotes sur les chaussures. Le monde du foot est déjà beaucoup plus compliqué que le monde du rugby parce qu'au foot, ils sont très sponsorisés. Dans leur contrat, malheureusement, ils ont obligation à porter la chaussure prescrite par l'équipementier. Pour toutes les grandes compétitions, les équipementiers sortent un nouveau modèle et le joueur doit utiliser le dernier modèle qui vient de sortir le jour même.
Ça veut donc dire que si vous prenez les joueurs de l'équipe de France de foot, il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous allez vous rendre compte que pour pouvoir les adapter à leurs pieds, alors qu'ils utilisent des chaussures neuves le jour de la finale, ils vont du coup les mettre dans des cantinières à 80 degrés pour les faire un peu fondre, pour les ramollir, pour pas qu'ils aient les pieds détruits au bout de 20 minutes. Ou alors ils vont dormir avec la nuit dans des bassines, enfin dans leur baignoire, pour adapter la chaussure. Donc on en est dans... Déjà, moi je savais pas que les joueurs de foot dormaient dans les baignoires. Ouais, bon, ils font plein de trucs bizarres. Voilà, mais ça, ils le font typiquement. Carrément. Donc il n'y a aucune rationalité sur la conception des chaussures de sport. Et même chez les meilleurs équipementiers, parce qu'en fait, comme ils changent de modèle tous les 3 mois, ils sont obligés d'inventer quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de raison d'inventer quelque chose qui marche bien, quoi. Voilà. Alors, je ne peux pas citer le nom de l'équipementier, mais une fois, on leur a demandé « Mais pourquoi vous avez mis les crampons comme ça ?» Et le designer m'a dit « Mais quand même, Philippe, tu ne le vois pas ?» Et j'ai dit « Vraiment, non. » Il dit « Ça ressemble à un dragon. » Et je dis « Ah oui, effectivement, si le leitmotiv de conception, c'est que ça ressemble à un dragon, je comprends que je ne comprenne pas. » quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est maintenant de faire diffuser ces résultats pour qu'ils arrêtent de mettre les crampons à des endroits qui sont très dangereux pour le pied, qui ne correspondent pas aux zones anatomiques où il faudrait les placer. Et en fait, ce que vous faites, vous regarderez si vous avez des enfants, puisqu'il y a des plus jeunes et des moins jeunes. Quand vous prenez une chaussure, quand vous la choisissez en magasin, généralement, la première chose que vous faites, c'est que vous la retournez. Et vous regardez les crampons. Plus elle est fine, plus elle est droite, plus elle va vous donner un sentiment de vitesse, parce qu'elle est allongée. Et donc, vous allez avoir tendance à choisir une chaussure dont la semelle est beaucoup trop faible par rapport à votre taille de pied. Ce faisant, votre pied va dépasser à droite et à gauche, le cuir va se déformer. Alors ça, vous vous dites, c'est pas bien grave, mais comme vous avez un changement de matériau entre la semelle et le cuir, vous avez 2 magnifiques concentrations de contraintes sur le gros pouce et le petit doigt de pied. Dessous, il y a des structures très sensibles et du coup, vous pouvez arriver à des fractures du 5e métatarse, qui est une fracture d'un footballeur brésilien célèbre d'un club parisien, dont je tairai le nom aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être changées si les gens faisaient un tout petit peu attention et étaient moins drivés par le design et la nouveauté. Exactement. Et puis, si on écoutait plus les chercheurs et ceux qui savent, plus que les designers, c'est vrai que tu dis ça, on a l'impression quand même que c'est beaucoup les designers qui s'occupent des chaussures, de trouver des dragons. Il y a un côté quand même marketing assez poussé qui, des fois, s'éloigne du raisonnable et du scientifique. Mais ça, c'est le... Après... Il y a maintenant des joueurs, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, qui ont porté plainte contre leur équipementier en disant voilà, la chaussure m'a causé telle blessure et je réclame des sommes qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Donc les équipementiers font de plus en plus attention et dès qu'on discute avec eux, ils sont très raisonnables. Typiquement, là, il y a une des marques qui est utilisée par un des joueurs du Racing 92 qui n'avait pas des bons scores par rapport à nos critères, aux critères du médecin. On a discuté avec eux, ils ont tout de suite proposé un autre modèle au joueur qui lui avait des très bonnes caractéristiques et on est capable de discuter, de s'arranger. Complètement. Par contre, à partir du moment où vous imposez un modèle pour un sportif, c'est pas la bonne idée. Donc ce qu'on recommande aussi aux joueurs, c'est de ne pas avoir dans leur contrat une exclusivité à utiliser un modèle imposé par leur marque, parce que si ça se trouve, il ne correspond pas du tout à l'anatomie. Alors typiquement, je vous ai juste mis le résumé, mais voilà toutes les chaussures du panel testées pour le Racing 92, où sont synthétisées les informations de grippe, de flexibilité, d'amorti et de performance. Entre guillemets, par rapport aux critères du médecin pour un joueur particulier qui demandait un bon amorti, une chaussure flexible et un grip latéral faible, parce que les terrains synthétiques ont énormément d'accroches, donc on ne veut surtout pas rajouter une accroche qui serait trop importante et qui pourrait amener à de la blessure. En gros, de la meilleure à gauche à la plus mauvaise, vous les avez toutes classées. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on les a toutes testées 5 fois dans un ordre complètement aléatoire, et si vous regardez bien le classement, il est par marque. C'est étonnant, bah oui, c'est vrai. Ça veut dire que chez les équipementiers, il y a des philosophies de conception sur le choix de la tige sous la chaussure, sur les matériaux parce que c'est fait dans les mêmes usines, sur le type de cuir qui est utilisé, sur la forme des crampons. Et que quand un équipementier ou par exemple une fédération décide tout d'un coup de passer de Nike à Adidas, ça va amener chez les joueurs d'énormes modifications parce que les deux marques n'ont pas du tout la même philosophie dans la conception des chaussures. Et peut-être que ça va passer de bien ou mal, mais ça peut très bien passer de mal à bien. Tout est possible. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à individualiser la préconisation en fonction du poids du joueur, de son poste. Parce que typiquement,
Pour un joueur léger, une chaussure trop raide, elle sera peut-être délétère. Mais pour un joueur qui est très lourd, au contraire, s'il n'a pas une chaussure suffisamment raide, il va la détruire au bout d'un match. Nous, on a des joueurs de rugby qui détruisent les chaussures au bout d'un match et demi, qui arrachent la semelle du cuir pour vous donner le niveau d'effort qu'il y a. Donc si vous n'adaptez pas l'équipement, ça ne peut pas marcher, quoi. 700 kilos la poussée. Alors voilà typiquement les évolutions. Donc aujourd'hui on continue à fond avec le Racing qui est vraiment un des pionniers sur cette thématique-là. Donc vous allez retrouver deux joueurs que certains d'entre vous connaissent. Nolan De Garec qui a été sélectionné en équipe de France et qui a fait les 2 derniers matchs comme titulaire au numéro 9. Et on utilise maintenant de plus en plus, on va essayer de l'acheter pour le Racing, là il était en démo, des systèmes d'analyse de mouvement qui utilisent de l'intelligence artificielle pour faire toute l'analyse de mouvement au sein du club. Donc on a des tests de réaction qui nous permettent d'avoir des niveaux d'effort réguliers. Vous allez voir le deuxième joueur qui va passer juste après. Et uniquement à partir de la connaissance de la vidéo, on est capable maintenant, via des algorithmes d'IA, d'avoir un modèle cinématique qui est la donnée d'entrée après à notre bras robotisé. Et comme ça, typiquement le premier système que je vous ai montré, on fait passer 2 joueurs par demi-journée. Donc c'est super lourd. On est obligé de les amener au labo, c'est contraignant. Sur ce système-là, on fait passer 40 joueurs par demi-journée. Donc on est capable, quand les joueurs restent longtemps au club, de les enregistrer, d'avoir leur signature de course, de cadrage débordement et de programmer le robot pour tel joueur en particulier de manière à pouvoir tester pendant toute l'année des chaussures sans utiliser le joueur, sans le fatiguer et sans lui demander de venir. Voilà pour mon petit exposé. Alors on va rester déjà bravo et puis on est voilà et bon alors il va y avoir beaucoup de questions spontanément comme ça. On n'est pas là-dessus. Alors on continue à discuter. Là il y avait on le voit, il y a plusieurs étapes maintenant technologiquement avec ce robot qui teste les chaussures, le scan 3D qui permet d'avoir le joueur sur mesure. Donc ça, c'est des avancées qui sont phénoménales et qui vous permettent aujourd'hui une marque. Vous avez tout le matériel là aujourd'hui pour suivre une marque dans la durée, adapter parfaitement les chaussures aux joueurs. Parce que ce qui est étonnant, là dans enfin bon, je ne sais pas encore la question que je pose, mais ce qui était étonnant, c'est que dans l'étude, ce qui ressort, c'est que toutes les Nike, là, celui-là, voilà, c'est ça. On a les Nike ensemble, les 4 elles sont groupées. Bon, Adidas, il y a un petit peu de flottement, mais là, Adidas paraît très groupé. C'est vrai que ça paraît un peu dingue qu'un même sponsor sponsorise toute l'équipe, ils ont tous des Nike en fait. C'est ça l'idée. Ils peuvent avoir toutes les Nike. Typiquement, alors qu'on va s'apercevoir que ça va correspondre à une morphologie, une typologie de joueurs et qu'il y aurait des joueurs qui seraient quand même plus à l'aise dans des Adidas par exemple. Exactement. Et ça, c'est quand même... ça paraît un peu... Voilà, il y a la puissance du marketing, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais vous, en tant que chercheur, vous auriez presque la recommandation de dire... Pour chaque joueur, il y a une bonne chaussure. Donc, de toute façon, on le sait, les fédés qui prennent des contrats de sponsoring avec des marques, c'est arrivé, y compris aux Jeux Olympiques, qu'elles repeignent la chaussure. Donc ça peut être une Nike rebrandée en Adidas. Ah oui. Parce qu'on sait que la Nike ne va pas marcher et que l'Adidas marche, ou l'inverse. Ok. Donc c'est arrivé dans les plus grandes fédés, c'est que vous avez votre contrat avec votre équipementier. Vous arrachez les petits logos là, vous repeignez 3 bandes blanches ou vous faites l'inverse. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, autant ils ont besoin de cette manne financière pour participer aux fédérations, des fédérations, mais il n'y a aucune raison. Il faudrait vraiment avoir un coup de bol énorme pour que dans une seule marque, vous trouviez chaussures à votre pied pour l'ensemble des joueurs. Bien sûr. Surtout pour des gabarits comme au rugby, où ça va du petit au très très grand, du très lourd au très léger. On n'a pas d'uniformité de profil, ce qui est peut-être plus le cas pour l'athlétisme, où des coureurs de 100 mètres sont peut-être se ressemblent un petit peu plus, par exemple. Il y a des morphologies communes. C'est vrai que tout à l'heure, entre les 2 joueurs de rugby, 74 kg et 135, c'est presque le double. C'est exactement ça. Et la grosse difficulté qu'on a, c'est que c'est des joueurs qui ont des pieds énormes. Ça veut dire qu'ils vont chausser du 50, du 52, et qu'on ne trouve même pas de chaussures à leur taille. Donc ce que faisait typiquement un des joueurs du Racing, il prenait des chaussures de running
Et il avait acheté un dispositif qui lui permettait de visser les crampons dedans lui-même. Donc, parce qu'il n'avait aucune chaussure à sa taille de pied. Waouh. Donc, il y a un gros problème en France sur la capacité à proposer un équipement adapté. Aux États-Unis, quand vous choisissez votre chaussure, vous choisissez la taille, mais aussi la largeur. Chez le même équipementier, vous avez, si je prends du 44, le 44, mais en différentes largeurs. En France, vous allez dans n'importe quel magasin, si déjà vous en trouvez un, et vous n'avez que une largeur fixe. Mais cette largeur-là, elle ne va peut-être pas du tout vous correspondre. Bien sûr. Et sachant qu'au rugby, on a des joueurs qui viennent du monde entier, avec des morphotypes qui sont très différents. Si je prends par exemple les Iliens, les Samoans ou les Fidjiens, ils ont des formes de pieds qui peuvent être différentes d'un Caucasien. Et une chaussure qui a été développée, par exemple Adidas en Allemagne, elle ne correspondra peut-être pas du tout au morphotype. Le support de voûte plantaire ne sera pas le bon, la largeur de pied ne sera pas la bonne. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et donc, non seulement on essaie de les accompagner, mais on essaie aussi de leur dire ce serait bien aussi d'adresser ces joueurs-là. On sait que la taille des gens augmente, la taille des pieds augmente aussi. Ouais. Et il faut aussi qu'ils aillent vers des modèles de grande taille, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du 52, s'il trouve 2 modèles à son pied, il a vraiment déjà beaucoup de chance. Hein. Souvent, il n'a pas le choix. Carrément. Et ce que tu as évoqué aussi tout à l'heure, c'est que la chaussure peut influer sur une blessure. Est-ce qu'il y aura une blessure ou pas? La chaussure a un rôle très important dans ce paramètre-là, mine de rien. La chaussure, elle va avoir un impact énorme sur la performance. Oui, déjà. Avec des effets qu'on va vous montrer justement dans le deuxième exposé, cette fois-ci avec le Stade français. Donc on est capable de travailler avec tout le monde, vous voyez, on travaille avec les concurrents. Bien entendu, on cloisonne un peu les recherches. Tout. Ouais. Mais vous allez voir dans le deuxième exposé qu'un pilier, pour être performant au Stade français sur certains types de terrains, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas qu'il ait des grands crampons. Donc ça va à l'encontre de tout ce qui est appris dans les clubs de rugby, où d'habitude ces piliers ils mettaient du 21, des trucs monstrueux. Leurs anciens ont fait comme ça, leurs anciens d'anciens ont fait comme ça. Il y a une reproduction d'un truc qui est considéré comme une évidence. Aujourd'hui sur les nouveaux terrains, c'est faux. Et on peut le démontrer. Et donc l'idée c'est, si vous mettez des crampons trop grands, vous allez glisser. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver un peu comme sur des échasses. Vos chaussures ne vont pas pénétrer le terrain. Et donc, il va y avoir des phénomènes de répartition de pression délirantes sur des zones qui sont très sensibles, avec des joueurs très lourds. Et donc, au bout d'un moment, ils vont avoir mal aux pieds. C'est la catastrophe. Et puis, il y a les terrains qui changent et le sport aussi change. On l'a vu hier avec, ou c'était avant-hier, le lift au rugby. Avant, le gars, c'était... celui qui sautait pendant la touche, c'était son saut, sa puissance. Aujourd'hui, il y a une science entre les deux lifters, ceux qui étaient là s'en rappellent, c'est impressionnant. On est en arrêt sur photo, le gars il est à la hauteur là, du stand, il est à 3 mètres de haut, donc le jeu lui-même a changé, typiquement au rugby aussi. Typiquement, ils vont chercher des balles jusqu'à 4,80 m. Donc 4,80 m. Ça veut dire que le joueur il est lancé en l'air et il est maintenu à peine par les mollets. Donc quand vous prenez des joueurs de 2 mètres qui lancent un joueur de 2 mètres qui tend les bras, ça fait 4,80 m. Et donc le sport change aussi, donc forcément il faut adapter tout le matériel, la réflexion autour des équipements finalement. Le sport est devenu professionnel. Les équipements ont changé énormément aussi parce que les arénas qui servent à pratiquer ce sport ne servent pas qu'à pratiquer du sport. Si vous prenez le Racing 92, son aréna, l'année prochaine, elle risque d'être utilisée à peu près 5 ou 6 fois pour les affiches majeures, Toulouse, Clermont, les matchs de Coupe d'Europe. Mais le reste du temps, elle va être utilisée pour des concerts, pour Rihanna, pour n'importe qui. Et donc ça veut dire que la technologie qu'on va mettre en place pour ces arénas-là, elle est très spécifique. On va avoir un gros problème aussi dans les années à venir qui va être l'arrosage des terrains. Bien sûr, vaste sujet voilà. ça. Donc comment on fait à Perpignan où il n'a pas plu depuis 6 mois, enfin juste avant les inondations, parce que c'est soit tout, soit rien. Et comment on fait pour entretenir une pelouse? Est-ce que c'est bien de l'arroser? Vers quel type de matériaux il faut qu'on aille pour justement limiter l'usage de l'eau? C'est des sujets sur lesquels aussi au Arts et Métiers on travaille. Donc toutes ces technologies-là, elles évoluent à une vitesse grand V. Et il faut qu'on soit en capacité, nous, en école d'ingénieurs, d'accompagner les équipementiers, les industriels sur ces évolutions technologiques. Parce que si on ne prend pas le bon train, on peut être à des années-lumière d'avoir une bonne pelouse qui ne nécessite quasiment pas d'eau
qui permettent d'avoir un spectacle magnifique et qui permettent de ne pas blesser les joueurs. Carrément, ça c'est l'objectif. C'est l'objectif. Pour 2030-2035. En tout cas, ce qu'on voit, s'il y a des questions, levez la main, on est là. Ce qu'on voit, c'est que c'est une recherche qui est quand même très bien enclenchée, avec plusieurs innovations uniques au monde. Hein. Tu parlais de EOS, là, ce grand, c'est quoi? C'est même pas un scanner, enfin c'est un genre de... C'est un genre de scan. On appelle ça de la stéréoradiographie. Stéréoradiographie qui permet d'avoir vraiment l'image complète et le jumeau numérique qui n'est pas fait de façon numérique mais qui correspond au réel en fait. Donc ça c'est génial. Plein d'innovations et sur une thématique, la chaussure, qui semble aujourd'hui c'est un secteur à la fois industriel, à la fois grand public, qui a beaucoup de développement. Donc là c'est une recherche qui va... durer dans le temps, se transformer. J'imagine que pour vous, là, c'est pas une autoroute, mais disons qu'il y a des perspectives de prolonger ces recherches comme ça dans le temps, avec des équipementiers, avec des stades, parce que tout le monde a intérêt en fait à ce que les sportifs se blessent pas. Donc il y a beaucoup de débouchés, on va dire. On le fait pour le rugby, pour le foot, on est en train de le développer pour d'autres tests comme l'athlétisme. À un moment, on est en discussion avec les chaussures d'escalade. Voilà, comme on a une espèce de bras qui peut reproduire tout ce qu'on veut, l'idée c'est d'arriver déjà à enregistrer les sportifs dans des conditions réelles. Et c'est pour ça qu'on le verra juste après, on essaie de faire en sorte que le laboratoire ait des antennes dans les clubs ou dans les fédés, pour ne surtout pas perturber leur déroulement. On ne fait qu'enregistrer un entraînement qui existe déjà. On ne recrée pas quelque chose spécifiquement pour nous. Et cette base de données-là, elle est hyper importante parce qu'elle nous permet après de faire la simulation, tant d'un point de vue expérimental que d'un point de vue numérique, avec des méthodes éléments finis. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, je me posais une question qui était, de ce que je comprends, en fait, le projet. Donc, c'est un projet qui a été monté donc avec le Racing 92 depuis des années. Et je me demandais en fait comment ça se fait que même aujourd'hui, après tout ce qui sort et toutes les recherches qu'on peut faire, les équipementiers continuent à proposer des chaussures qui sont un peu, on va dire, complètement à côté de la plaque, et que ce soit une demande directement du club pour les athlètes et qu'il n'y ait pas toute une recherche faite en amont avec les équipementiers directement pour proposer non pas une chaussure optimale, parce qu'on sait que effectivement ça va dépendre du besoin et de chaque athlète, mais quand même d'arrêter de proposer des chaussures aussi loin du besoin de l'athlète. C'est ça, exactement. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une demande directement des équipementiers à travailler avec des laboratoires de recherche dans de la conception, dans de la co-conception de ces équipements directement? Il y a des équipementiers qui commencent à faire la démarche. Donc le fameux équipementier français basé à Lille fait cette démarche-là. Voilà. Bon, on n'a pas dit son nom. Par D et qui finit par on, par exemple. Fait cette démarche-là, a fait tester ses chaussures et a des performances qui sont remarquables au vu des autres marques et en plus compte tenu du coût auquel ils les vendent. Donc il y a des équipementiers qui ont cette volonté d'axer maintenant leur communication sur cet argumentaire. Par contre, il y a d'autres équipementiers qui vont préférer de sponsoriser Messi ou Neymar et qui vont avoir un retour sur les réseaux sociaux sur le choix du joueur qui n'a aucune espèce de comment dirais-je de lien et surtout qui est 100 fois plus performant que ce qu'on pourrait dire. Demain, l'un des joueurs connus dit j'utilise cette chaussure-là, achetez la même, vous déclenchez, je ne dis pas 1 million de ventes, mais c'est quasiment ça. C'est des ventes qui vont se jouer en millions d'exemplaires. Bien sûr. Et ce sont les premiers influenceurs, les grands joueurs, les grands sportifs sont les premiers influenceurs. C'est eux qui ont amené tout ce qui était maillot. Il y a eu des vagues comme ça au niveau merchandising. C'est phénoménal, on va dire. Ça change tout. Et du coup, on essaie de les sensibiliser. Ces résultats-là, ils ont été présentés dans plusieurs commissions médicales, à la Fédé de foot, à la Fédé de rugby. Tous les grands médecins de tous les grands clubs en sont parfaitement au courant. Et commence à faire passer le message. Là, on est sur une génération, si je prends les Neymar, Messi, ces gens-là qui sont quand même maintenant en fin de carrière, qui ont complètement changé la façon dont les chaussures de sport sont vendues. Oui. Les nouvelles stars comprennent beaucoup plus l'intérêt de ces recherches que l'ancienne génération.
Il y a des joueurs, voilà, on leur donnait la chaussure le jour même, ils la mettaient, ils s'en foutaient complètement, ils jouaient avec. Et en plus, ils sont tellement bons qu'ils sont capables de s'adapter. C'est ça qui est délirant. À la fin, ils vont sortir du match avec les pieds en sang en disant c'était de la merde. Mais ils ont bien joué. Mais ils ont bien joué, quoi. Voilà, et donc, voilà. Et plus vous êtes bon, et plus vous êtes en forme, et plus vous serez en capacité de vous adapter. Et à l'inverse, plus vous êtes fatigué et moins vous êtes en forme, moins vous vous adapterez et plus vous risquez de la blessure. Merci. On croise les doigts alors pour que ça continue d'évoluer dans ce sens-là. Bah, du coup, l'accompagnement est fait aussi pour l'équipe de France de rugby à 7. Donc pour les JO, supporter la France. Allez, on sera derrière. Tac. On sera derrière. Peut-être une autre question. Et en même temps, si vous voulez, on va enchaîner directement en fait avec la présentation suivante. Parce qu'on est tellement dans le cœur du sujet. Vous êtes là et on va rester dans le passionnant en accueillant déjà grand bravo